Ici Christian. François et Stéphane d'Objectif Numérique. Vous écoutez les amateurs de Mac. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, nous sommes mercredi le 8 mai, il est 21h, on vient juste de passer à 21h01, donc on est à l'heure. Et vous écoutez Les Amateurs de Mac, bonsoir, votre show de questions, notre show de réponses. On espère que vous avez des questions, parce qu'on ne pourra pas répondre sinon. Avec moi, un nouveau transfuge chez Distributel, Jean-Michel se joint à nous, tu te joins à la petite armée rebelle de Distributel. Avec la consommation Internet illimitée, s'il vous plaît. Excellent. Ça ira de me battre. C'est ça, il va y avoir une espèce de concours. Et celui que vous venez d'entendre, eh bien, en fait, se joint à nous celui qui n'est plus aussi sûr que le feature Top Site est une si bonne idée que ça. Jean-François Roy est avec nous. Tirez vos propres conclusions. Oui, c'est ça. Bonsoir. Ça va bien, Jean-François? Oui, toi, ça va bien. Oui, merci. Passez une bonne semaine. Oui, chargé. Chargé? Oui. Chargé de Top Site. Là. Oui, c'est ça. On a failli commencer le podcast en explosant. Faudrait pas que vous entendiez ce qui se dit Une chance avant la qu'on diffusion. une chance qu'on transmettait pas dans l'application ou en direct, là, whatever. Là. Non, effectivement. Donc, où en sommes-nous rendus? Eh bien, on voudrait d'abord remercier nos commanditaires. Évidemment, il y a ClickPomme, qui s'écrit maintenant CLICPOMME. Oui, j'ai vu que tu as changé le nom sur. Je sais pas c'est qui l'a fait sur Facebook. Oui, exactement. On a changé le nom parce que. Le monde se trompait. Deux choses. CLICK, c'est en anglais, de un. Puis pomme, écrit avec la fonte, ça faisait porn. Oui, c'est ça. On reste dans le thème. Top site. Donc, on a changé un petit peu ça et c'est maintenant CLICPOMME. Donc, on les remercie pour le local et me laisser gagner ma vie aussi. Ce qui me permet de venir comme ça le soir, donner mon savoir et tout. La coop UQAM aussi qui nous aide avec tous les besoins qu'on peut avoir en matière de matériel. On les appelle puis on dit « Salut, je voudrais vider la moitié de ton magasin. » Puis ils disent « Non, calme-toi. » Puis on prend ce qu'on a de besoin finalement. Et en fait, deux nouveaux commanditaires dont on va vous parler jusqu'après le WWDC. Donc, l'agence web ReptileTech, qu'on aimerait remercier, qui se spécialise dans le web interactif et les solutions multiplateformes. Visitez leur site web pour plus de détails, www.reptiletech.com. Et par Vidéo et Boutique Sex Plus, qui opère 12 boutiques où les hommes, femmes ou couples en quête de plaisir pourront retrouver une vaste sélection de DVD osés, accessoires de fantaisie et lingerie irrésistible. Les boutiques sont situées à La Salle, Châteauguay, Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil, Saint-Hubert, Repentigny, Joliette, Trois-Rivières, Saint-Alphonse-de-Grande-Baie, Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe et Drummondville. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.sexxxplus.ca. Voilà. Mon Dieu, tu me fais penser à. Comment elle s'appelait, celle qui faisait le sexe. Je sais plus trop quoi, à TQS, là, la sexologue, là. Je me souviens plus. Moi, je me suis pratiqué sur MIRC quand j'étais jeune. Mais quoi, on n'avait pas ça n'existait pas le sexting à l'époque. Non, c'est ça. Fallait y aller avec notre doigt, là. C'est ça, voilà. C'est un show de questions et de réponses. Et pour nous soumettre vos questions, vous avez le petit bouton Submit Question juste en bas du player. Avance ton bras, puis pointe comme ça. Ouais, c'est ça. Avance. Ouais, c'est ça. T'es pas pire dessus. Là. Donc, Jean-Michel nous montre le bouton et vous pouvez cliquer dessus. Ça, c'est pour nous poser une question écrite. Vous pouvez aussi nous contacter maintenant à notre numéro de téléphone partout en province et même au monde au 1-877-561-2357.
Je répète, un 877-561-2357. Et puis, vous allez être patché directement en studio, puis vous allez pouvoir nous poser vos questions intelligentes. Et On a aussi une boîte vocale. on a aussi une boîte vocale. Les gens ont téléphoné à ma boîte vocale. En fait, il y a quelqu'un qui a téléphoné cette semaine, puis Jean-Michel me disait qu'il a raccroché. Il a raccroché. Probablement qu'il s'attendait à parler à Claude Poirier, c'était trompé de numéro. Donc, voilà. Ou c'est un top geek, puis le gars, il a fait comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, une voix qui me parle au téléphone. Là. De la merde. Donc, voilà. Vous pouvez aussi nous écrire au podcast@macquebec.com, podcast au singulier @macquebec.com. Vous aurez aussi tout à l'heure le petit indicatif. Et il faut dire aussi que vous pouvez nous écouter sur macquebec.com /en direct. Et maintenant sur l'application que Spreecast ont sorti. Oui. Spreecast, Si vous voulez nous voir en vidéo sur votre iPhone, là, ouais, c'est iPhone, possible iPad, maintenant. ouais. Vous téléchargez Spreecast, cherchez Mac Québec. En fait, faut aller dans l'onglet Featured ou Live. Il y a un onglet Live. Je pense que c'est live, oui. Et puis à ce moment-là, vous pouvez nous regarder. Et vous êtes en mesure, si vous voulez économiser un peu de bande passante puis pas gaspiller ça en vidéo, vous pouvez toujours nous écouter en diffusion audio dans l'application MQ Mobile. Questions aussi. Oui, sur Spreecast, ouais. effectivement. Donc, dans l'application MQ Mobile, vous pouvez nous écouter en audio. Puis si vous voulez mettre un peu plus de bande passante, vous nous regardez à travers Spreecast et vous pouvez nous poser des questions avec le chat intégré. On a-tu un appel? Non, Okay, j'avais désactivé le numéro avant de commencer. Là, je viens de le réactiver parce que je n'avais pas pensé à le faire avant. Excellent. On va commencer. Est-ce qu'on a, on a encore quelques applications, je crois, à donner? Les développeurs qui sont un petit peu plus frileux de ce temps-ci, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais c'est un peu plus compliqué d'avoir des codes promo. Oui, je pense que oui. Donc, on a des questions qu'on nous pose déjà. Donc, Nelson Gagné, on va diffuser la première question. Il y en a deux. Première question. Comment fait-on pour transférer la musique d'un iMac à un MacBook Air? Eh bien, c'est relativement simple. Normalement, si vous utilisez le player iTunes, ben, il s'occupe de gérer votre musique au complet. Il crée une base de données où vous avez tous vos titres de musique, tout ça, toute l'information, les ID3 tags de la chanson. Et vous avez un dossier qui s'appelle iTunes Music ou Media. C'est dans le dossier musique, là, à partir de la source. Puis c'est un dossier qui s'appelle iTunes. Là, ça comprend tous les dossiers iTunes Media, iTunes Music, Mobile Applications. Puis, Exactement. Donc, à ce moment-là, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est brancher les deux ordinateurs en réseau ou les brancher via un câble FireWire pour transférer de l'un à l'autre. Et puis, vous avez simplement à glisser-déposer votre bibliothèque de musique de l'un à l'autre. Il risque d'avoir certains petits trucs, par exemple, parce que quand vous avez acheté des chansons sur iTunes, il y a peut-être certaines de ces chansons-là qui sont protégées. Et pour pouvoir les écouter sur votre nouvel ordinateur, il va falloir autoriser cet ordinateur-là sur votre compte iTunes. Et les autorisations, vous avez le droit jusqu'à 5. Une fois rendu à 5, on peut flusher, en fait, là, en bon français. On peut flusher une fois par année maximum. Ah, c'est vrai? Oui, le bouton va apparaître si... Ça n'avait pas changé, ça? Non, c'est la seule affaire là, qui reste finalement pour les ordinateurs. C'est 5 ordinateurs maximum, autant pour les applications que pour la musique. Puis c'est possible d'enlever toutes les autorisations pour les remettre une après l'autre seulement une fois par année. Ah, excellent. Donc, excellent point. Et à ce moment-là, vous pouvez réautoriser une fois par année, comme on dit, 5 autres ordinateurs. Donc, normalement, c'est assez. Moi, ce que je vois souvent quand je vais chez les clients, c'est des gens qui se sont échangés leur bibliothèque de musique. Puis là, ils ont comme sacré comme les fichiers protégés. Puis là, tu l'ouvres, tu fais pomme I dessus, tu regardes à qui il appartient, parce que tu peux savoir c'est quoi les fichiers protégés. Puis là c'est l'adresse email de quelqu'un, puis il faudrait que tu l'appelles pour lui demander son mot de passe iTunes, mais ça veut dire que tu as accès aussi à son numéro de carte de crédit puis à l'achat de d'autres chansons sous son nom. Tu sais. Ouais. Fait que c'est pas vraiment l'idéal. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est simplement en prenant le dossier iTunes dans Musique que vous pouvez le faire. Et je pense que Nelson avait une autre question auquel on va tenter de répondre. Vous me l'aviez dit, mais ça ne marche pas. Comment la bibliothèque d'un iMac? On lui avait dit, mais ça ne marche pas.
Pourtant... Ça devrait marcher, parce que c'est la façon. Si vous allez au Apple Store et vous leur demandez de le faire pour vous, ce qu'ils vont faire gratuitement, si vous venez d'acheter votre MacBook Air, c'est la façon qu'ils vont faire, puis ça va fonctionner. C'est juste avec les autorisations. Là. C'est question d'aller autoriser votre ordinateur, là, si toute votre bibliothèque est protégée. Là. Le seul moyen, c'est mettons qu'il y a déjà 5 activations sur iTunes qui est fait. Faut c'est quoi en français? Le désactiver. Désactiver un compte et le réactiver, ça va retomber à 5. C'est vrai, ça. Les 5 comptes, tu peux les resetter, mais tu peux désautoriser un ordinateur à la fois si tu es sur l'ordinateur. Oui, c'est ça. OK, excellent. Mais comme si je me connecte, moi, sur mon compte iTunes, j'ai l'option de désactiver tous les comptes, puis ça, je peux le faire une fois par année. Okay. Mais je peux désactiver mon ordinateur puis le activer sur un autre ordinateur. Là, ça, je peux le faire le nombre de fois que je veux là, dans l'année. Excellent. Sinon, en fait, il faudrait être un petit peu plus précis, Nelson, sur ça marche pas. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui te donne comme erreur? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Quand tu vas l'amener dans le nouvel ordinateur, quand tu vas ouvrir iTunes, en fait, ce qui peut s'être passé, là, c'est qu'il y a déjà une bibliothèque iTunes Music qui est sur l'ordinateur parce qu'il a ouvert iTunes une première fois et il y a une bibliothèque vide. Donc, elle va être dans le dossier musique du MacBook Air et tu vas avoir un dossier qui s'appelle iTunes. Là, tu transfères ta musique de ton iMac à ton autre. Quand tu vas ouvrir iTunes, il ne va pas automatiquement aller sur la bibliothèque de musique parce qu'il y en aura déjà une. S'il n'y en avait pas eu, à ce moment-là, il aurait pris celle qui est là par défaut. Sinon, comment on fait, JF, pour associer le iTunes à la bonne bibliothèque de musique? Tu te souviens-tu? En utilisant le bouton Alt au démarrage de l'application, c'est vrai. Quand vous choisissez, vous pesez sur le bouton Alt et tu rouvres iTunes, il va te demander quel dossier qui contient je pense que c'est un fichier ITL, je pense, ma mémoire. Non, tu fais juste sélectionner iTunes, en fait. Ah ouais? Oh, il fait juste te demander, choisis la bibliothèque. Et puis, mettons que ta bibliothèque iTunes, tu l'as mis dans le dossier musique. Donc, elle doit s'appeler quelque chose comme iTunes-1 ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, tu vas la sélectionner puis il va la prendre en ce qui est important dans ça, c'est qu'il faut que quand on copie les fichiers, il faut vraiment copier tout le dossier iTunes parce que c'est comme Jeff disait, le fichier iTunesLibrary.itl, c'est ça qui catalogue tous les morceaux, toutes les applications, toutes les vidéos qui apparaissent dans iTunes. C'est pas juste le fait que les fichiers soient dans le dossier. iTunes ne les détectera pas. Là. Autrement, il faut qu'il y ait quelque chose qui dit telle chanson est là, puis c'est quoi le titre, c'est quoi ça, puis c'est le fichier .itl qui fait ça. Sinon, l'autre façon de le faire qui pourrait bien fonctionner, c'est de payer $27,99 et d'activer iTunes Match, auquel cas ta bibliothèque serait scannée au complet. Les morceaux, ils te seraient donnés un équivalent en 256 kbps. Tes morceaux qui ne sont pas reconnus par iTunes seraient uploadés dans les serveurs de Apple et à ce moment-là, en fait, tu actives iCloud, iTunes Match sur le deuxième ordinateur et tu as accès à toutes tes chansons que tu peux retélécharger. Puis tu y aurais même accès sur ton iPhone, iPad, tout ça. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Sinon, dans le chat, tu peux nous donner peut-être un peu plus de détails sur les problèmes que tu as rencontrés. Ou nous téléphoner au 1-877-561-2357. Aussi, effectivement. Il faudrait réussir à un moment donné à avoir des T-shirts pour le monde qui appelle. J'aimerais tellement ça. On a un T-shirt pour toi, reste en ligne. Ça serait malade. Sinon... on va aller dans notre document. On a une question de Alain Bonneau sur le forum de Mac Québec. Existe-t-il une application pour iPhone 5 non jailbreaké qui envoie une réponse automatique au SMS lorsqu'on est occupé? Dans sa question originale, M. Alain Bonneau avait souligné non jailbreaké. C'est probablement parce qu'il a dû trouver plusieurs solutions pour l'iPhone jailbreaké. Officiellement, Apple n'autorise pas les développeurs à accéder au contenu de l'application Message, donc les SMS puis les iMessage qui sont transmis par le réseau du fournisseur cellulaire. Tout ce que vous allez trouver, c'est si vous passez par une application tierce qui permet d'envoyer des messages textes gratuitement par Internet. WhatsApp, c'est ça. Ces choses-là. Là, l'application même va pouvoir gérer ses propres messages qu'elle envoie par son service, mais sinon, les applications n'ont pas le droit d'accéder aux messages textes puis aux iMessage qui sont envoyés par l'application de base. Sinon, les compagnies fournisseurs de services ont tous une application qui peut s'installer sur les iPhones. Je ne sais pas si à l'intérieur de MyRogers, MyFido ou les applications de Bell ou de TELUS, il y a moyen d'aller dire je veux pas que tel numéro puisse m'envoyer
de contenu. Ça serait à vérifier. Il y a moyen de le faire en téléphonant au service à la clientèle. Ils OK. peuvent bloquer certains numéros, là, mais pas de là à dire envoie un message automatiquement quand tel numéro m'appelle pour me dire, J'avoue. pour lui dire arrête de m'écrire. Là. Ils vont pouvoir bloquer définitivement, là, comme ils font là, quand on reçoit, là, on n'entend plus parler de ça maintenant, mais les concours là, à 2$ le message en Ouais. temps, là, ils vont pouvoir bloquer. Sinon, en fait, je ne sais pas exactement, c'est probablement une réponse automatique comme dans un email qui veut faire, c'est-à-dire je ne serai pas disponible, je suis en dehors du bureau ou quelque chose comme ça. Par contre, tous les messages qui sont envoyés par iMessage, on peut activer une fonctionnalité qui va dire à l'autre qu'il va envoyer un reçu, un receipt, en fait, comme quoi tu as reçu le message et comme quoi tu l'as lu, donc qui t'a été affiché. En fait, le reçu, ça se fait par défaut. Là. C'est la lecture là, qu'il faut activer ou désactiver. Là, Ça se fait dans les réglages et sous la rubrique message, évidemment. Et puis là, il y a une switch à mettre à on pour dire avertir son interlocuteur Que tu l'as lu. que tu l'as lu. C'est Mais- pratique, ça, quand même. Ça veut Oui, parce non, que je trouve sinon, ça- il y a du monde qui... Sinon, tu te dis, il me lit pas quand j'ai envoyé des messages. Là, Mais c'est Ben, moi, j'aime pas ça, personnellement, parce que quand je reçois un message, puis je sais que l'autre personne sait que je l'ai lu, je me sens obligé d'y répondre tout de suite, ou bien... Ouais, moi, je le fais pas. ouais, c'est ça. Too bad. Voilà. Donc, on a une deuxième question, mais il semble qu'elle n'est pas bonne. Non, il n'est pas bon, il n'y a pas de réponse. Ah, OK. Donc, question de Philippe Beauregard. Je te laisse aller là-dessus, Jeff. Oui, c'est lorsque je synchronise mon iPhone dans iTunes, le code d'erreur 1140 s'affiche avec le message suivant « Ne peut synchroniser. Une erreur inconnue s'est produite. » La réponse... La réponse, ce serait... premièrement, c'est dur à trouver quelque chose qui a rapport à l'erreur 1140, donc ça serait assez nouveau comme erreur. Ce serait causé par une mise à jour récente de la dernière version d'iPhoto qui crée une erreur quand elle interagit avec iTunes, finalement. Donc, c'est relié à la synchronisation des photos d'une bibliothèque iPhoto vers un appareil iOS. Ils ont beaucoup de troubles avec ça. Ça fait longtemps, en fait. Il y a un fichier qu'il faut que tu ailles jeter qui est iPhoto Cache ou je sais pas quoi, à l'intérieur, je pense, de iTunes ou quelque chose comme ça, là, mais c'est c'est assez bizarre. D'après ce que j'ai vu là, dans les messages récents là, pour l'erreur 1140, ça serait pas réglable en faisant ça. Là. Les gens l'ont essayé, puis ça change rien. La seule solution présentement en attendant une mise à jour là, d'Apple, ce serait carrément de désactiver la synchronisation avec iPhoto, d'aller sélectionner manuellement là, les photos là, à synchroniser. Là, tant que ça passe pas par iPhoto. C'est plate comme solution, là, mais c'est ça. Nelson veut encore nous poser la question comme quoi son iTunes, en fait, il est toujours pas capable. On n'a pas plus de détails, Nelson. On peut pas réellement t'aider. La façon qu'on t'a expliqué, c'est la façon de le faire. Si ça fonctionne pas pour toi, il va falloir nous expliquer qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu as essayé de faire, les messages d'erreur que tu as pu recevoir ou quoi que ce soit. Parce que sinon, nous dire que ça marche pas, ça nous aide pas. On est des connaisseurs. Tu peux appeler aussi. On est des connaisseurs, on n'est pas des devins. On peut malheureusement pas... si tu veux pas téléphoner, peut-être aller sur macquebecentraide.com puis aller ajouter une question avec le plus de détails possible. On va soit essayer d'y répondre durant la semaine ou bien on va la reprendre au prochain podcast. Voilà. Sinon, prochaine question. Oui, question de... Ça doit être Patrick Tremblay, d'après moi, Pat Tremblay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment supprimer une app parce que je me sers pas dans la section Apps dans iTunes quand je branche mon iPhone 5 à mon Mac? D'après moi, ce qu'il veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'il branche son téléphone, les applications se synchronisent tout seul. Ça doit être ça. Ça. D'après ce que j'ai compris, j'ai demandé d'autres précisions, là, justement, sur ma Québec Entraide, et puis il m'a répondu qu'il voulait supprimer les applications de son ordinateur, pas de son appareil iOS. OK. Ouais. C'est la façon de base de faire ça, c'est un peu comme la musique. Là, on va dans la section bibliothèque là, d'iTunes, dans la section applications. Puis tu délites. Puis on délite les applications. Mais ce qui se passe, c'est que si l'application est encore sur un appareil iOS qui se synchronise à l'ordinateur, dès que la synchronisation va se faire, l'application va se recopier sur l'ordinateur. Effectivement. Même si parce qu'il y a un crochet quand tu branches ton iPhone à iTunes, dans la section applications, il y a un crochet synchronisation automatique des applications. Si tu le décoches, d'après moi, elle ne se synchronisera pas. Si elle est synchronisée de base, l'application va synchroniser si elle est plus dans l'ordinateur. En fait, avec iCloud puis avec le téléchargement automatique aujourd'hui,
normalement, tu devrais cette case-là ne devrait plus être activée. Mm-hmm. Ce que tu fais, c'est que tu vas dans les préférences de iTunes et sous la rubrique Store, tu actives le téléchargement automatique. Ce qui va faire que quand tu vas acheter soit de ton ordinateur ou de ton téléphone une application, elle va se télécharger dans l'autre appareil automatiquement. Maintenant, si ton synchronisation automatique des applications est activée, ben là, quand tu vas arriver, il va faire « J'ai plus l'application sur l'ordinateur, il l'a sur le téléphone, donc je vais la rajouter sur l'ordinateur. » Puis tu es pris dans une espèce de spirale, effectivement. Donc, moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que les applications sur mon ordinateur, j'en avais beaucoup. Là, j'ai fait, ça prend comme full de place. J'avais comme 70 gigs d'applications. J'ai pris ça, puis je l'ai tout sacré au vidange. Et une fois que ça a été fait, j'ai fait, oh non, ma collection d'applications comme plus téléchargeables du Apple Store. Fait que j'avais pas de dossier. Il n'y a pas moyen de faire un dossier puis de dire non, ces applications-là, je veux pas les perdre. J'aurais dû faire un backup, en fait, avant sur un disque dur externe. Puis je l'ai pas fait. Fait que j'avais une collection pas pire d'applications payantes et non payantes de trucs que Apple avait enlevés du store, entre autres VLC. Et finalement, je l'ai plus. Je l'ai crissé au vidange. 55 gigs d'applications que j'ai dans mon ordinateur. Voilà. Si je dois voir ça, il y a des affaires qu'on installe juste pour essayer. On utilise 25 secondes, puis ils finissent par se synchroniser avec l'ordinateur. Exactement. Moi, ma blonde, sur son iPad, elle utilise mon compte pour acheter des applications. Mais le téléchargement automatique est activé. Fait que tout ce que je télécharge sur mon appareil, elle le reçoit. Puis là, les pages vont juste s'ajouter à capote. Une des choses aussi, c'est que le dernier iTunes 11, est un petit peu déstabilisant pour les gens qui le savent pas. Et vous pouvez aller remettre, en fait, dans les paramètres de iTunes, si je me trompe pas. Si vous étiez correct avec la façon que iTunes fonctionnait avant, moi, j'essaie de me... le sidebar? Le sidebar. Ouais. Donc, ça, vous pouvez aller dans View et activer Show Sidebar. Et à ce moment-là, en fait, vous allez vous retrouver avec la nouvelle façon de procéder. Il y a quelques semaines, en fait, je me suis retrouvé avec... Tu sais, les gens se demandaient comment draguer sur son iPhone ou le iPhone. Il faut que tu prennes de ta colonne, mettons, playlist, c'est ça que tu veux faire. Tu prends ta playlist et tu commences à la draguer. Et c'est rendu dans l'autre fenêtre. C'est quand tu sautes dans la fenêtre où est-ce que tu as tous tes morceaux qu'il y a une troisième colonne invisible qui apparaît. Et là-dedans, il y a ton iPhone et tu peux aller porter le truc dessus. On s'est demandé pendant longtemps où est-ce que c'était, puis je l'ai trouvé comme par erreur, mais je le répète à cause de la moi, je la me question. souviens justement quand iTunes 11 est sorti, puis là, tout le monde paniquait. J'avais écrit sur Facebook, bon, avant de paniquer, ouvrez iTunes 11, faites CTRL-S ou Command-S si vous êtes sur Mac. Puis vous allez voir, là, tout va revenir comme avant, là, justement pour faire apparaître la sidebar. Je ne sais pas combien de likes puis de commentaires j'ai eu sur ce statut-là, là, mais j'ai sauvé la vie là, à un bon nombre de mes amis là, sur Facebook. Là. C'est excellent. Des fois, le monde a tendance, c'est comme quand tu installes 10.8, puis c'est comme « Ma souris marche plus! Hey. » Non, attends une minute, regarde. Clic, elle est en clic. envers. Tiens, Elle naturel. est en envers, ma souris. Désactiver ça, oui, la souris est à l'envers. Voilà. Sinon, en fait, on était 25 tout à l'heure. Il y a sûrement des gens là-dedans qui ont des questions. Vous soyez pas gênés. Juste sous le player vidéo, vous avez un petit bouton Submit Question. Et je pense même que dans l'application iOS, il y a un bouton pour soumettre une question. Vous pouvez donc l'application le faire. fait pareil comme sur le site web. Tu peux poser une question, tu peux chatter avec le monde. Puis c'est ça. Sinon, j'ai remis la question que j'avais enlevée. Il n'y a pas de réponse, mais peut-être qu'on est capable là, de trouver une réponse. Là, moi, j'en ai pas trouvé, en tout cas, quand j'ai préparé la question, je l'ai mis à l'écran. La question de Tyson. Tyson, oui. Mon disque dur externe tourne, mais il est impossible de le voir et le répertoire semble être défectueux. Avez-vous une solution? Onyx et l'utilitaire de disque ne le voient pas non plus. Il semble que DiskWire serait une alternative. Quelqu'un le connaît? Bon, d'abord, dans un disque dur externe, il y a deux composantes, le disque et l'externe, c'est-à-dire le boîtier dans lequel est contenu le disque. Maintenant, ça peut être un des deux appareils qui est brisé. Et pour le savoir, la première chose à faire serait d'aller dans le System Profiler et vous trouvez ça sous la pomme à propos de ce Mac.
et plus d'infos. Si vous êtes avec OS 10.8, il va falloir aller dans System Report ou rapport système, j'imagine, en français. Mon ordinateur est en anglais. Donc, System Report. Et à ce moment-là, vous allez aller sous la rubrique USB et vous allez regarder, en fait, si il reconnaît quelque chose branché en USB qui vous donnerait un vague indice de votre boîtier. Habituellement, il va avoir comme le nom du fabricant du boîtier, l'ACI ou quoi que ce soit comme ça. Cette première étape-là vous montre que l'ordinateur reconnaît le boîtier. Ça veut probablement dire que c'est le disque dur qui est brisé à ce moment-là. Si le disque est absolument pas reconnu, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir le boîtier du disque dur. Vous avez des vis habituellement avec un petit collant qui vous dit si vous ouvrez le disque, votre garantie est finie. Mais souvent, en fait, on veut plus les données qui sont sur le disque que le disque dur. Donc, on va ouvrir le disque dur, on va prendre le disque, on va se trouver une interface. Il y a des boîtiers, des enclosures qui sont vendus un peu partout 10, 15 sur, sur Internet. Tu peux en trouver vraiment, vraiment pas cher. SATA à USB ou SATA à FireWire, tout ça. Et à ce moment-là, tu branches ton disque dur, tu le branches à l'ordinateur. Et si c'était le boîtier qui était défectueux, tu as accès à toutes tes données, il n'y a aucun problème. La problématique vient du fait, si c'est le disque dur qui est défectueux, là, c'est un peu moins drôle. À ce moment-là, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Souvent, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a débranché le disque dur alors qu'il y avait une écriture qui était dessus. Et bizarrement, sur Macintosh, ça a plus de conséquences que sur Windows. C'est-à-dire que sur Windows, il est comme capable de le gérer, de se faire dépluguer. Ouais, c'est vrai. Sur Mac, ça arrive souvent, là, quelqu'un le défait. Et ce qui va se passer, c'est que le disque dur a ce qu'on appelle un index au début. L'index, c'est comme un index dans un livre. C'est l'endroit où se trouvent toutes les données. Si vous étiez en train de faire une écriture et que vous ne lui avez pas laissé le temps de réécrire dans l'index, il ne sait plus où ils sont les données, donc vous avez un index corrompu. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser des logiciels pour reconstruire. Diskwire est un de ces logiciels-là qui est capable de reconstruire possiblement, ça ne marche pas à tous les coups, un index, remplacer l'index de base du disque dur et à ce moment-là, vous avez accès à vos données. Ça fonctionne bien si c'est exactement ça le problème. Okay. Si c'est pas ça le problème, à ce moment-là, ça va être d'aller porter le disque dur à un centre de recouvrement de données. Pourquoi pas passer par des data rescue et des trucs comme ça? C'est que si le disque dur est affaibli ou ne fonctionne pas bien physiquement, plus vous le faites tourner, plus il y a de chances que le problème s'amplifie et que si, ultimement, on a vraiment besoin d'aller rechercher ces données-là, la problématique qu'on va avoir, c'est qu'ils ne seront plus capables. On va avoir rayé complètement le disque dur physiquement, bien comme il faut. Si, mettons, c'est l'aiguille qui a un défaut puis qui est en train de faire des zigzags puis des aides de Zorro sur le disque dur, ça va pas bien. Donc, à ce moment-là, on essaye le moins possible de tenter quelque chose. On l'amène à un centre de restauration de données. Ça coûte 99 $ ou autour de ça, faire un diagnostic. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est que, en fait, ce qu'ils vont tenter de faire, c'est d'ouvrir le boîtier, prendre les disques à l'intérieur du disque dur. Ils font ça dans une white room et ils vont les implanter dans un nouveau disque dur. Et ça peut aller chercher très cher. Des factures qui peuvent monter jusqu'à 1500 $, puis ça peut aller plus loin que ça s'il y a du forensic, puis vraiment trouver des données profondément. Mais si vous en avez besoin, c'est ça qu'il faut faire. Ça dépend ce qu'il y a sur le disque dur. Si c'est juste des émissions de télé ou des vidéos qui peuvent être téléchargeables, on ne va pas dépenser pour du recouvrement de données. Mais si c'est des documents... C'est combien? C'est 99 $, 1500 $ la récupération. C'est 1500 $. C'est le prix d'un ordinateur. Fait que, si tu y penses, le prix d'un ordinateur après coup, ça ne vaut pas le 10 % que tu aurais payé un disque dur externe puis que tu aurais fait tes backups correctement. Puis un backup, là, ça ne veut pas dire brancher un disque dur aux 6 mois puis copier les 3 dossiers que tu penses que tes dossiers sont importants dedans. C'est pas ça un backup. Un backup, c'est un disque dur qui est branché sur l'ordinateur, au minimum avec Time Machine, peut-être avec Carbon Copy Cloner qui fait un backup aussi à tous les soirs, un backup qui est bootable. Donc, ça commence à avoir l'air d'une solution de backup qui est intéressante. Puis c'est pas parce que vous avez vos données sur un disque dur externe qu'elles sont plus en sécurité que si elles étaient sur un disque dur interne.
y a beaucoup de monde qui font ça. Là, et... Alors, justement, juste un disque dur externe, tu mets ça sur le coin du bureau, là, tu peux l'échapper à terre, là, le disque dur. Là, tandis que ton ordinateur, tu as pas mal moins de chances de l'accrocher avec ton coude puis qu'il tombe à terre. Là, exactement. ça, mais si tu as les données sur les deux appareils en même temps, si tu échappes le disque dur à terre, tu fais cool, j'ai encore mes données. Puis là, ben, tu vas t'acheter un autre disque dur parce que celui-là, il est patate. Puis tu copies les données une deuxième fois. Tu les as, c'est ça, c'est un mot latin qui veut dire à deux places en même temps, backup. C'est ça qu'il faut retenir. Fait que diagnostic gratuit est pris entre 500 et 1500 $ chez nous si on réussit. Sinon, c'est gratuit. Donc, petite pub pour Éric Paquin de Ordigénie. Vous pouvez le contacter. Lui, il fait le diagnostic gratuitement de ces disques durs-là. Il va nous répondre dans quelques secondes, mais est-ce que tu as accès à une White Room, Éric, ou tu l'envoies à un sous-traitant, j'imagine, qui, lui, a accès à un White Room? Parce que s'il fait ça dans son garage, c'est pas vraiment mieux, mais je pense pas que ce soit ça qu'il fasse. Il y aurait un petit peu de brin de scie et un petit peu de coucher sur les tables. Hein? Hein? Ouais. Ta photo est un peu floue, là, mais... C'est une cassette de Nintendo, là. Oui, c'est ça. Là. Voilà. Sinon, en fait, je suis tombé sur un truc intéressant. Ben, cette semaine, il y a eu les Creative Cloud. En fait, Creative Suite, Adobe... Attends, je vais reprendre ça, c'est tout croche. Donc, cette semaine, il y a eu le Adobe Max, qui est une conférence où Adobe présente ses nouveautés. Et, entre autres choses, ils ont décidé de mettre la hache dans la suite créative pour lancer la suite Creative Cloud. Donc, avant, ça s'appelait Creative Suite. Maintenant, c'est Creative Cloud. C'est un système qui est hybride en ce moment avec CS6, c'est-à-dire que vous pouvez encore acheter les logiciels CS6 sur un support physique ou vous abonner à Creative Cloud à 49,99 par mois pour avoir accès à l'ensemble des logiciels de Adobe. Si vous êtes étudiant, c'est 29,99, donc ça, c'est très intéressant. Et là, cette semaine, ils ont annoncé Creative Cloud, la prochaine version, si vous voulez, la version 1 ou version 2, c'est comme on veut le voir. Et à ce moment-là, c'est encore 49,99. Il y a les nouveautés dans Premiere, dans Photoshop. Dans Illustrator, Design. C'est les mises à jour normales des applications là, qui seraient venues à Creative Suite 6.5 ou 7. Oui, exactement, 7. 7, ouais. Donc, ils ont enlevé Fireworks, que j'ai vu passer. Fireworks ne fera plus partie de la suite. Oui, effectivement. Okay. C'est un logiciel qui, je pense que ça faisait un peu ce que Dreamweaver et Flash ensemble, faisaient grosso modo. Donc, ils ont déjà intégré les fonctions là, à Flash ou à Dreamweaver. Ouais. Exactement. Et on a... tu l'as-tu mis en quelque part, l'article? J'aimerais ça, dans le document du podcast, dans l'application, la nouveauté. OK. On va descendre jusqu'en bas. On va le faire dans ce show-ci. Donc, il y a MacRumor, c'est ça? Une présentation d'alternatives à Creative Cloud, c'est ça que tu veux? Oui, exactement. Et donc, The Unofficial Apple Weblog a décidé de faire un article très intéressant sur... parce que souvent, les gens, ils font « Ah, j'ai besoin de traiter une photo, achetons Photoshop. » Ou téléchargeons Photoshop. Oui, ou téléchargeons Photoshop. Fait que là, il arrive deux phénomènes. Le premier, c'est acheter Photoshop, c'est 900$. Ouais. Fais pas ça. Ou, tu sais, si tu veux au pire l'essayer, achète-les pour un mois 49,99 avec le Creative Cloud. Si tu ne payes pas le prochain mois... Oh, ils s'en viennent. Si tu ne payes pas le prochain mois... D'habitude, il n'y a rien. Là, aujourd'hui, c'est l'enfer. Là, ça doit être la pleine lune. Une manif. Ça doit être la pleine lune. Donc, ce qu'il faut que les gens gardent en tête, c'est que les logiciels Adobe, ce sont des logiciels de type professionnel. Les gens qui savent les utiliser ne verront pas de problème à acheter le logiciel parce qu'ils vont faire beaucoup plus d'argent à l'utiliser que ce que le logiciel leur coûte. C'est sûr que si vous êtes seul puis vous voulez juste comme prendre votre face puis la mettre sur un poster d'Indiana Jones, True Story, je l'ai déjà fait. C'était écœurant comment c'est sorti. Je l'ai mis en noir et blanc. C'était malade. Mon ami a montré ça à sa mère. Elle a dit « Ah, il est en forme, Alexis. » J'étais là avec le fouet, le chapeau, torse nu, tout, avec le chest de Harrison Ford. Bref, c'est juste pour faire ça, ben c'est overkill, Photoshop. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Puis effectivement, vous allez trouver que le logiciel à 900$ est trop cher. Donc, vous allez le télécharger et vous faites mal à l'industrie, même si ce n'est pas une compagnie que je respecte du plus profond de mon cœur, là, Adobe. Vous faites mal au concept. Donc là, on va vous donner des... On respecte
peut-être pas, mais ils font des maudits bons logiciels. Oui, c'est ça. Des trucs qui fonctionnent et tout. Donc, on va vous donner des alternatives qui sont moins chères et qui peuvent vous donner les fonctionnalités de base que vous recherchez. D'abord, en fait, c'est un logiciel d'édition de photos qui sera en mesure de remplacer certaines fonctionnalités. On ne vous dit pas que c'est la même chose, mais qui sera en mesure de remplacer certaines fonctionnalités de Photoshop. Donc, il y en a 3. Il y a Acorn, qui existe depuis assez longtemps, qui coûte autour de 29,99. Il s'est mis à jour il n'y a pas longtemps, lui, il me semble, rendu à la version 4 sur le App Store, j'ai vu passer. Possible. Donc, à 30$. Et eux autres s'appellent eux-mêmes les éditeurs d'images pour les humains. Donc, c'est rien de compliqué, mais ça vous permet de faire un bon nombre de choses. Le deuxième qu'il y aurait à suggérer, c'est Pixelmators, qui est à 14,99$. C'est un maudit bon prix. C'est le prix sur le App Store. Je l'avais eu, il était dans Mackeys. Il y a un bundle qui l'avait, effectivement. Et le troisième, c'est un logiciel open source qui existe depuis encore un bon bout de temps, qui s'appelle GIMP. Donc, GIMP, c'est gratuit. C'est peut-être un peu plus lent, il y a peut-être moins de fonctionnalités que Photoshop. C'est pas aussi beau que Pixelmator, là, mais il y a tout. C'est vraiment le plus complet, je trouve. Exactement. Voilà. Et, secondo, en fait, si vous nous écoutez, c'est que vous aimez le Macintosh ou que vous en avez un. L'autre application que les gens voudraient peut-être avoir un remplaçant, c'est Adobe Acrobat. Là, Adobe, c'est une compagnie qui a inventé un type de document qui s'appelle le PDF, le Portable Data Format. Et ce document-là, pendant très longtemps, était lu par Adobe Acrobat. À un moment donné, ils ont décidé de changer l'appellation de ces logiciels-là. Donc, le lecteur de PDF chez Adobe est devenu Adobe Reader et le nom Acrobat est disparu du lecteur, mais est resté pour le logiciel d'édition de PDF. Et là, les gens ils disent « Ah ouais, c'est Adobe ». Ils sont fourrés parce qu'il y a Flash qui est fait par Adobe, puis il y a Adobe Reader. Ils sont tout mélangés. Il me faut-tu Adobe Reader pour lire Flash? Acrobat, c'est quoi? Bref. Sur Mac, des PDF où vous avez absolument besoin de rien pour en faire. Si vous voulez transformer n'importe quel document en PDF, vous allez dans Fichier, Imprimer, et dans le coin en bas à gauche, il y a un petit bouton qui s'appelle PDF. Là-dedans, vous allez avoir un paquet d'options, dont sauvegarder en PDF, faxer un PDF, c'est là-dedans. Si vous avez un modem téléphonique, vous pouvez faxer. Vous pouvez faire des PDF X aussi, qui sont des PDF avec plus de normalisation pour les imprimeries. Vous pouvez mail a PDF, fait qu'il va prendre votre document, le transformer en PDF, le mettre en pièce jointe dans un email et vous avez juste à rentrer l'adresse. Ça fait longtemps que c'est intégré au Mac parce que je me souviens sur PC, là, c'est toute une histoire. Là, il a fallu attendre, juste dans Microsoft Office, il a fallu attendre Office 2007 là, pour pouvoir sauvegarder directement en PDF. Avant ça, il fallait passer par... télécharger un fake pilote d'impression. PDF Creator, je pense, on a ça là, à mon école, là, justement. Ça. Puis encore là, c'est juste Office là, qui le supporte. Là, c'est logiciel par logiciel là, qui, dépendamment si ça supporte ou non, là, à part de ça, prend PDF Creator. Là, exactement. Adobe Acrobat, c'est un logiciel qui vend 450$ dans sa version standard. Et la version standard fait autant sur PC que les fonctionnalités que je viens de vous énumérer au niveau du PDF sur Mac OS X. Sinon, il y a la version professionnelle. La version professionnelle, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? Ben, c'est de mettre en page un document PDF afin que des gens qui n'aient que le reader puissent aller remplir des champs. Des formats dynamiques. Exactement. Ouais, tu peux faire des affaires assez poussées là, avec ça. Là. Exactement. Décider, en fait, comment la page va s'ouvrir, de quelle façon, zoomer sur tel truc, est-ce que c'est protégé par un mot de passe. Tout ça est possible d'être fait avec Adobe Acrobat, mais avant de vous payer la version professionnelle à 900$, posez-vous la question si vous en avez besoin. Sinon, ben il y a PDF Pen Pro, qui est un logiciel dont j'entends beaucoup parler. Je ne l'ai jamais essayé, mais j'entends beaucoup de bien de ce logiciel-là qui permet de faire beaucoup de choses. Sinon, au niveau du dessin vectoriel, le logiciel de Adobe, c'est Illustrator. Et de ce côté-là, vous avez plusieurs logiciels qui sont proposés par The Unofficial Apple Weblog. Donc, j'en ai jamais essayé un de ceux-là. Je ne les connais pas beaucoup. Vous avez Vector Designer, Intaglio, Sketch, EasyDraw et en fait, Tua a récemment fait une review sur EasyDraw.
Et finalement, au niveau de la mise en page, ce qui est ma formation de base normalement, là, mais c'est tellement pas ça que je fais dans la vie. Donc, InDesign, vous avez Pages et iBook Author, qui sont deux logiciels. Pages, c'est $19,99. iBook Authors, c'est gratuit. Vous avez Swift Publisher et si vous voulez avoir quelque chose qui ressemble plus peut-être à Office, vous avez OpenOffice maintenant. Ça n'a pas changé de nom. C'est pas... c'est LibreOffice maintenant. Non, c'est deux enfants différents. Non, c'est deux compagnies différentes. OpenOffice, ça fonctionne encore. C'est LibreOffice. Mais c'est ça, c'est parce que OpenOffice, ça a été racheté par Apache, puis Apache, je ne sais pas si le monde sont contents de ça. Là. Moi, j'ai encore OpenOffice là, sur ma clé USB, le Portable Apps. Là, je l'ai eu par là. C'est la seule façon que je m'en sers. Sinon... Excellent. Donc, voilà. Donc, si vous avez besoin, en fait, de... quelque chose qui va ressembler à la suite Adobe, mais vous ne voulez pas payer une fortune, ce sont de bonnes suggestions pour les remplacer. Sinon, messieurs, on n'a pas d'autres questions? Personne... Non, je suis en train de mourir. Là. C'est le fun. C'est un show de questions-réponses et les gens qui nous écoutent n'ont pas de questions. Mais ils ont un paquet de réponses quand même. Je pense qu'on peut dire que mission accomplie... c'est livré. On va mettre fin au show et on va essayer de commencer à 10h pour le podcast Mac Québec. Et on devrait recevoir un invité qui va nous appeler au numéro de téléphone. 1-877-561-2357. Oui, pour nous parler d'un nouveau site web avec Québec à la fin, mais pas Mac au début. Linux? Donc, Linux? C'est quoi la vieille cochonnerie qui est sur les téléphones cellulaires Nokia, là? La vieille cochonnerie? WebOS? Non, pas WebOS, non. Voyons. Symbian. Oui, Symbian Québec. Symbian Québec. Je viens de parler de ça. Donc, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous lire sur les intertubes? Moi, on me lit pas. Moi, on me lit pas, moi, c'est clair. On peut me voir sur Twitter, par exemple. Twitter, @JFRoy1979. Je laisse l'écriture à monsieur en face de moi. Ben oui. Oui, on peut lire mes articles sur Mac Québec, bien sûr. Sinon, on peut me rejoindre sur Twitter, JM_Boily. Je suis de plus en plus actif là, sur Twitter. Excellent. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier ou au ClickPom. C'est encore CLICKPOM. Vous n'avez pas changé le nom du site? Pas encore. On va essayer de changer ça, mais je pense qu'il faudrait créer un nouveau compte. Là. On peut pas changer le nom juste de le départ. nom de domaine. Ouais, on peut changer le nom, comment on s'appelle, mais on peut pas le faire. Sinon, vous pouvez me retrouver dans la presse de samedi, il y a 2 semaines, où est-ce que j'ai écrit à peu près 3 lignes et demie à la demande de Jean-François Coder. Merci beaucoup de m'avoir invité là. Et c'est à propos d'une nouvelle que vous pouvez entendre de toute façon dans les anciens podcasts. C'était pour les médias un peu plus traditionnels. Voilà. Sinon, en fait, on est en route vers le WWDC qui aura lieu le 10 juin. Lundi le 10 juin. Grosse journée. La grande messe. Oui, oui, c'est la grande messe. Ah oui, exactement. Couchez-vous de bonne heure le 9 et on espère que vous allez vous joindre à nous. On va faire une diffusion en direct de ce moment-là où on devrait nous parler de iOS quelque chose, 7, mettons, et OS 10. 10.9, chat domestique. Grumpy Cat ou chat domestique ou t'as-tu vu passer depuis une couple de semaines il y en a beaucoup qui prennent des photos sur Instagram ou je sais pas, je les ai vus puis là ils montrent un chat avec un paysage là ils niaisent macOS chat des Alpes. Chat des Alpes ou chat de ruelle ou whatever. Là, le monde essaie de trouver le prochain nom du système d'exploitation. Il n'y a pas de rumeur encore. Non, le nom n'est pas sorti. Il n'y a pas de rumeur encore de nom du système. Il reste quoi comme félin? Là? Il n'en reste pas beaucoup. De toute façon, Snow Leopard, c'est un cougar et c'était 10.2. C'est ça, si je ne me trompe pas. Là. Pas Snow Leopard. Mountain Lion, il n'y a pas d'animaux qui s'appellent Mountain Lion. Non. C'est un cougar qu'on cougar des neiges. Non. Juste cougar, lion des montagnes. Et c'est un surnom qu'on y donne. Puis cougar, pour de vrai, c'était le nom de code de 10.2. Donc, on vous laisse là-dessus. On vous dit à dans 2 semaines, le 22 mai. Préparez vos questions ou ayez du trouble d'ici là. Oui. Au revoir. Bonne soirée. Bye.